Merci Jean-Pierre. Enfin si, il y a un problème, c'est pour ça que j'ai un papier avec moi, c'est que j'ai pas de PowerPoint, mais c'est pas grave. Au contraire, pour ça vous allez m'écouter. En fait, je suis l'auteur du livre qui s'appelle Contact et Impact, et donc je poursuis la parenthèse entre les sciences dures. L'interview de Paul Heller illustre bien le fait que, quand même, il y a un déni dans la société. La société ne peut pas reconnaître le phénomène OVNI. Heller, quand même, ça fait longtemps qu'il parle de ça. C'est quand même un ministre de la Défense, un ancien ministre de la Défense du Canada, pas du Bénin ou du Togo. Et on n'en parle pas. On cache le monstre sous le tapis et on continue. Alors, je vous fais un petit résumé donc, de mon livre qui parle de ça, justement, parce que ça m'interpellait, ce déni, et j'essaie de comprendre. Alors, les ovnis extraterrestres n'existent pas. Ceux qui y croient sont des rêveurs qui ont besoin de pimenter leur vie avec du merveilleux. Telle est l'opinion générale. Examinons cette opinion. Cette opinion se fonde sur 3 hypothèses. 1. Nous sommes seuls dans l'univers. 2. Alors nous ne sommes pas seuls, mais la science nous dit qu'on ne peut pas traverser les espaces interstellaires. Et 3. Enfin, s'ils étaient vraiment là, sur Terre, ces extraterrestres, ils se montreraient à nous de façon évidente. Alors voyons ces points d'un peu plus près. 1. Sommes-nous vraiment seuls dans l'univers? Rappelons-nous les chiffres. Des milliards de galaxies dans l'univers, des milliards d'étoiles dans chaque galaxie. Dans la nôtre, la Voie lactée, il existe entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Même avec une chance sur 1 milliard qu'une étoile abrite une planète de type Terre, il nous reste 400 terres à découvrir dans une seule galaxie. Chaque jour qui passe, de nouvelles exoplanètes sont découvertes. Une première planète où la vie telle que nous la connaissons serait possible vient d'être trouvée. Planète tellurique installée sur une orbite ni trop éloignée ni trop proche de son Soleil dans la zone de vie. On la nomme aujourd'hui Goldilocks. Son Soleil, Gliese 581, est à 20,5 années-lumière de la Terre. Alors, est-ce de l'orgueil de penser que nous sommes seuls dans l'univers? C'est surtout de l'anthropocentrisme, une habitude culturelle aussi vieille que l'humanité. Point 2. Nous ne sommes pas seuls, mais la science nous dit qu'on ne peut pas traverser les espaces interstellaires. La vitesse de la lumière est un mur que rien ni personne ne peut dépasser. Par conséquent, les distances qui se chiffrent en années-lumière empêchent les voyages habités, sauf à imaginer de très gros vaisseaux condamnés à naviguer pendant plusieurs générations. Je rappelle qu'il y a à peine 120 ans qu'un plus lourd que l'air a décollé du sol de quelques mètres. C'était Clément Ader en 1890, et qu'à l'époque, il y avait des physiciens pour déclarer que c'était impossible. La question se résume à ceci. Notre science a-t-elle tout découvert? Elle, qui s'est révélée si évolutive en un siècle, serait-elle tout d'un coup figée? Je rappelle que pour la science d'aujourd'hui, 95% des constituants de l'univers sont encore inconnus. Matière noire, énergie noire, etc. En quelques centaines d'années ou milliers d'années, êtes-vous certain que nous dirons la même chose qu'aujourd'hui quand on voit le bond que la science a fait en un siècle? Les scientifiques sont les premiers d'ailleurs à considérer que la science n'a pas fini d'évoluer. Alors, le mur de la lumière ne sera pas brisé aujourd'hui, mais gageons qu'il sera contourné par la science de demain, qui connaîtra mieux l'univers et ses lois. Et le point 3, si les extraterrestres étaient vraiment là sur Terre, ils se montreraient à nous de façon évidente. Alors, je rappelle le paradoxe de Fermi. C'était un physicien nucléaire travaillant à Los Alamos, et il s'était livré un petit calcul amusant en se basant sur un taux d'expansion par voyage au sein de la galaxie d'une race intelligente, ayant développé donc la possibilité de voyager moins vite que la vitesse de la lumière, donc justement par le biais de ces gros vaisseaux en transportant beaucoup de monde sur des générations. Et son calcul aboutissait au chiffre de 20 millions d'années, c'est-à-dire qu'en 20 millions d'années, toute la galaxie serait colonisée. Or 20 millions d'années, ce n'est rien au regard de l'âge de la galaxie, qui se chiffre en milliards d'années. Donc toute la galaxie devrait être colonisée. D'où la question de Fermi, mais où sont-ils? Parce que si c'était le cas, on devrait les voir. Or, on ne les voit pas. Ou plutôt, on les voit à bas bruit, au-dessous du seuil de perception sociétale. Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas s'ils sont là? Et la réponse est simple. Parce qu'ils ne le veulent pas. Comme des ethnologues chargés d'enquêter sur nos existences, ils savent qu'une interférence officielle mettrait notre civilisation en danger, en causant un ethnocide. Comme nous savons qu'à chaque fois que nous, occidentaux,
sommes arrivés parmi des indigènes qui n'avaient jamais vu d'homme blanc, leur société s'est bientôt pulvérisée au contact de la nôtre. Je vous cite une déclaration de Stephen Hawking, le physicien. « Si les aliens nous visitent, le résultat sera semblable à celui obtenu par Christophe Colomb quand il débarqua en Amérique. Cela tourna mal pour les autochtones. » Nous reviendrons plus loin sur ces impacts qu'entraînerait un contact. Alors je pose la question, si la raison et la science nous disent qu'il est finalement admissible de penser des extraterrestres soient déjà parmi nous, sans se montrer ouvertement, pourquoi est-ce que la société continue à discréditer cette idée et ne veut pas en entendre parler? La réponse tient en 3 points. Le déni, qui est à mon avis une sorte de réponse du système immunitaire de l'inconscient collectif de la société. Point 2, la désinformation de la part de ceux qui savent. Point 3, et l'incompétence de la part de ceux qui cherchent. Point 1, oui j'entends des rires là tout d'un coup. Je dis ça surtout pour les instances officielles, je ne dis pas ça pour tous les gens comme vous et moi qui cherchons dans leur coin, mais je parle des organismes officiels qui ont eu quand même un mandat pour faire avancer les recherches. Donc point 1, c'est la réponse du système immunitaire de la société. La société sent un danger, une menace, et l'inconscient collectif joue l'autruche. Le cinéma assume sa part de désinformation et sa part de catharsis. En parlant sans cesse, tout en renvoyant sans cesse le sujet à la fiction, il permet de diminuer la tension, de cacher le monstre sous le tapis. La fiction comme rempart de la réalité. En général, la conscientisation de la présence d'un danger est positive, comme avec des animaux dangereux par exemple, en permettant des manœuvres d'évitement. Alors que la conscientisation de la présence d'extraterrestres n'autorise aucune manœuvre d'évitement, à l'exception du refoulement, dans la fiction notamment. C'est ce que nomme Jean-Pierre Petit la cosmotrouille. Le point 2, c'est aussi la désinformation de la part de ceux qui savent. Et là, je vous cite un rapport public. À la demande de la NASA, une commission du Brookings Institution, regroupant l'élite des scientifiques américains, a publié en 1961 un rapport officiel au Congrès, portant sur l'ensemble des activités spatiales à venir. Il aborde la question extraterrestre, où il est mentionné des risques de réactions violentes suscités par des groupes d'influence divers, notamment religieux, des risques de révolution. Ce rapport estime que l'existence de civilisations extraterrestres dans notre environnement planétaire pourrait rendre obsolètes toutes nos théories cosmogoniques, anthropocentristes et cosmologiques. Des manifestations violentes pourraient éclater, qui mettraient en danger la vie des scientifiques et l'existence des institutions pour lesquelles ils œuvrent. Le rapport suggère que les scientifiques puissent s'opposer à la révélation de découvertes d'artefacts, considérant les risques de perturbation. Et il déconseille à la communauté dirigeante la moindre révélation sur le sujet. Effectivement, plus tard, le rapport n'a pas donné lieu à un deuxième rapport public. Ça s'est arrêté là. On est en 61. Plus tard, en 1999, le rapport Cometa, en France, a souligné l'évidence d'une désinformation systématique organisée par les États-Unis sur le sujet OVNI. Donc, le premier de ces rapports conseille donc le silence au gouvernement américain en 61, tandis que le rapport français, 40 ans plus tard, constate ce silence étrange qu'il qualifie de désinformation. Donc, pour l'incompétence de la part de ceux qui cherchent, je n'approfondirai pas le sujet. Alors, contact et impact, revenons à mon ancien point 3. Les extraterrestres sont là, mais ils ne se montrent pas. Et mon explication est qu'ils ne se montrent pas parce que ce serait dangereux pour notre civilisation, même si ces extraterrestres sont animés des meilleures intentions. Effectivement, regardons l'ethnologie, qui a l'habitude des contacts entre civilisations. Dans le cas d'un contact entre deux civilisations asymétriques, l'ethnologie nous éclaire sur ce qui se produit. Lévi-Strauss résume ainsi les deux types de lendemains qui en découlent, soit une désorganisation, un effondrement du pattern d'un des groupes, soit une synthèse originale, mais qui alors consiste en l'émergence d'un troisième pattern, lequel devient irréductible. Par conséquent, au mieux, le pot de terre ne se fracasse pas contre le pot de fer, mais modifie sa substance et on assiste à sa mort symbolique et à sa renaissance sous une autre forme, et ainsi même pourvu des meilleures intentions et pourvu d'une éthique irréprochable, une société en position de force ne peut éviter de subjuguer et de laisser des traces chez la culture rencontrée et de la transformer radicalement.
C'est un ethnocide. C'est la destruction des modes de vie et de pensée des gens, de leurs valeurs, de leur culture. En somme, le génocide assassine les peuples dans leur corps et l'ethnocide les tue dans leur esprit. Ou, comme l'écrit Jean-Pierre Petit dans sa préface de mon livre, Contact et Impact, c'est quand on garde le hardware et qu'on change le software. Donc, le hardware, voilà, l'ordinateur, ce qu'il y a de composants hard, dur, et le software, c'est les logiciels. Un ethnocide, en fait, c'est on change notre logiciel interne, nos valeurs, nos paradigmes, nos croyances, etc. Alors, tout d'abord, faut-il aussi le rappeler, l'homme est infréquentable. Là, je m'intéresse aux réactions psychologiques de l'humanité face à un tel événement. La folie des hommes constitue le premier obstacle au déroulement d'un contact avec des entités pensantes exotiques. Le psychisme humain, dans son ensemble, sans opérer de distinction de race ou de sexe ou de culture, comporte de vastes zones d'irrationalité. Ces actes sont le plus souvent guidés par des automatismes comportementaux ou biologiques, ou par des émotions et des désirs égocentriques, loin de toute réflexion et de toute considération pour la collectivité. Ces instincts agressifs affleurent en permanence et surgissent à la moindre sollicitation. Ces penchants pour des préoccupations étroites et égoïstes, dans une recherche de pouvoir et d'estime de soi, sont le lot commun de son psychisme. L'hétérogénéité de la civilisation est également un obstacle de taille à l'absorption d'un choc de prise de contact. Nord-Sud, Est-Ouest, les déséquilibres sont légion. En réalité, il faut prendre en considération l'existence d'au moins 2 réseaux sociaux sur la planète. Les niveaux de développement entre régions du monde vont de la préhistoire à l'ère post-nucléaire. Les clivages entre régions alimentés par des frustrations économiques, historiques, conduisent à des ruptures sur les conditions d'un mode de vie, de pensée. Les conflits internationaux sur les ressources vitales et les territoires économiques, ainsi que les conflits transnationaux cristallisés autour des questions d'origine ethnique ou religieuse, sont en perpétuelle agitation et ne montrent guère de signes d'apaisement. Une instance représentative mondiale ne peut fournir à l'heure actuelle